Il y a une des théories qui existe parmi les historiens ou autres. Les Égyptiens, en fait, qui étaient à l'époque de Yosef, n'étaient pas des Égyptiens pure souche. C'était des envahisseurs, en fait, qui étaient d'origine sémite. Si je dis ça, je vais résoudre d'un coup les 6 réponses. Nous approchons de la fin de cette heure d'actualité, la fin de cette semaine, une semaine d'actualité politique extrêmement mouvementée, d'actualité également sanitaire mouvementée, et nous allons essayer de décompresser et de nous focaliser, de nous projeter vers le Shabbat, ce Shabbat de la parashat Vaïgash, une parashat toujours très impressionnante dans ce combat que se mène au début de la parasha Yehuda et Yosef. Alors justement, nous allons en parler tout à l'heure dans quelques instants avec Nati Riachin. Nati, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Vous êtes ingénieur professionnel de formation, mais vous êtes surtout, on va le dire dans le cas précis, un Talmid Chacham, et vous allez nous livrer votre enseignement ce matin, mais avant tout, je voudrais souligner que vous êtes le traducteur d'un des ouvrages du Rav Yehuda Henkin. Le Rav Yehuda Henkin, c'est un possèque qui est très connu dans le monde sioniste religieux en Israël, qui est décédé cette semaine, à l'âge de 75 ans. Il était très connu. Je voudrais que vous nous expliquiez d'abord pourquoi l'enseignement du Rav Henkin vous a attiré au point de traduire l'un de ses ouvrages. Qui il était, le Rav Henkin, Zichrono Livracha? Alors, c'est vrai que Rav Henkin, en France, il est complètement inconnu. Il y a très très peu Alors déjà, vous avez dit que j'étais Talmid Chacham, c'est pas vrai, mais on va dire qu'il y a très peu de Talmid Chacham en France qui le connaissent. Il y a seulement ceux qui sont vraiment versés, qui ont un peu étudié aux États-Unis, parce que c'est quand même le petit-fils du Possèque, Ador de la génération d'avant, Rav Moshe Feinstein, aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en France, il n'est pas connu. Pourtant, ses shoots, ses responsables ont été préfacés par les plus grands de la génération précédente. Il n'était pas connu. Et moi, il y a 5-6 ans, on m'a mis entre les mains un de ses livres, qui s'appelle Anderson X Newt, et que je lis avec beaucoup d'intérêt. Et c'est vrai que son approche m'a attiré. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'en France aussi, on vit dans un monde de surenchère de Stignout, qui se mesure en deniers, qui se mesure en centimètres. Et là, on avait une approche intelligente, une approche qui revient au texte, une approche qui prend les gens au sérieux et qui remet les choses en place. Finalement, qu'est-ce qui est la halacha ? Qu'est-ce qui est la chumra ? Est-ce que la halacha de Bnei Brak est la même que celle qui est à Paris ? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on va faire dépendre des choses de l'endroit et de l'époque? Et donc tout ça, c'était bien présenté, c'était organisé, un vrai sefer de limoud, finalement, pour un sujet qu'en général, on n'étudie pas. C'est un sujet en général qui est plutôt, c'est des dogmes, c'est comme ça que ça se passe, pour un tac, et puis c'est comme ça. Là, on arrive à quelque chose d'intelligent, de raffiné, qui montre qu'il y a plusieurs avis, que les textes peuvent se lire de plusieurs manières, que au fur et à mesure des générations, les sages ont compris de manière différente ces textes. Tout ça montre que finalement, la Torah, la halacha, c'est quelque chose d'intelligent, de fin, et que c'est pas chad mashmaouti, il n'y a pas une manière de voir les choses et c'est tout. C'est quelque chose qui est ouvert. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu chez lui, et c'est pour ça qu'en fait finalement, on s'est lancé dans ce projet de traduire, grâce à Nathalie Lohenberg, la Yotzet Halacha, qui nous a mis en contact avec lui. Avec mon ami Nathanaël Halimi, on s'est lancé et on a fait traduire ce livre. C'est mon beau-frère qui l'a traduit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et grâce à Dieu, le livre est sorti il y a 1 an. Et c'est vrai qu'à part ça, je lance un appel, il y a d'autres livres qui pourraient être traduits. C'est le seul qui existe en français aujourd'hui. Et pourtant, il traite vraiment beaucoup des sujets qui touchent les femmes orthodoxes, en particulier ce qu'on peut étudier la Gemara, le sujet des Mechitzot, le sujet plein de sujets qui concernent les femmes et qui vaudraient le coup qu'on traduise à l'avenir. Alors, merci pour cette présentation succincte du Rav Yehuda Henkin, qui nous a donc quitté cette semaine en Israël à l'âge de 75 ans. On peut dire que c'était un possèque avec une certaine dose d'innovation, de volonté d'essayer d'aller vers l'autre et de mieux comprendre la réalité sur le terrain, pas seulement derrière les livres de Psycha. Mais alors, nous allons revenir à la paracha de la semaine, cette paracha Juste avant d'arriver, j'aimerais quand même dire, parce que je vous ai parlé un peu du livre de la Stignout, mais je pense que si je peux me permettre, si j'ai 2-3 minutes, parce que je vous ai parlé de Stignout, mais j'ai lu les autres livres, certains autres livres de Rav Henkin, ceux que j'ai pu obtenir. Rav Henkin, pour moi, c'est un Rav qui laisse un goût indéniable
d'authenticité, de droiture d'esprit, de sechel hayashar et de bon sens. Pour moi, d'ailleurs, il en parle dans ses livres. Ce sont les caractéristiques d'un bon possèque. C'est quelqu'un, comme vous dites, qui regarde des choses de manière concrète, qui doit connaître de manière très approfondie, intime, sa communauté. Et ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il a un de ses principes qui est la non-ingérence. C'est-à-dire, je suis rave d'une communauté, je suis possèque pour ma communauté, je ne vais pas venir, moi, être possèque pour une autre communauté. Et d'ailleurs, il y a un sefer qui est sorti il n'y a pas longtemps de Marc Shapiro aux États-Unis qui s'appelle Iggerot Malchei Rabbanan. Je cite juste cet exemple parce que pour moi, c'est marquant de Rav Enkin. Et dans cette lettre, il pose des questions à plein de rabbinim actuels, donc Rabbi Meir Mazouz et Rav Enkin, entre autres. Il y a 2-3 questions qu'il lui pose. Il lui pose une question sur un cas qu'il a aux États-Unis, et l'introduction de la réponse de Rav Enkin, c'est tu t'es adressé à moi parce que tu me dis que je suis objectif, mais quoi? Et tous les autres poskim ne sont pas objectifs. Oui. Et quand il termine sa réponse, c'est ça, je trouve que c'est très remarquable, je pense que c'est très rare dans les réponses. Il dit, écoute, je ne peux pas répondre à Mimer Hakim. C'est compliqué de répondre de loin. Moi, je suis en Israël, toi, tu es aux États-Unis. Tu prends ma lettre, je vais te demander d'aller voir plusieurs rabbanim qui sont autour de chez toi. Tu vas leur montrer ma lettre. Et seulement si ils sont d'accord avec ce que j'ai écrit, alors tu pourras faire. Voilà, ça pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très, très ancré chez lui. C'est, voilà, je connais ma communauté, je peux être possèque pour ma communauté. Il faut cette dose de sociologie, de psychologie. Et je ne peux pas, moi, venir te donner... Je peux t'expliquer en théorie comment ça se passe. Mais pour la psycha, pour être possèque, pour être moré ora, là, il faut que ce soit sur place. Voilà, ça, c'est quelque chose qui était vraiment très fort. Et ça, je pense que certains devraient s'en inspirer aujourd'hui. Bien, merci Nati d'avoir rendu hommage ainsi donc au Rav Yehuda Enkin. Alors, quel est l'enseignement de cette parashat Vayigash qui vous a inspiré ce matin? Alors, en fait, je vais vous donner un enseignement de Rav Enkin. Il se trouve que voilà. il n'a pas écrit énormément de choses sur le Chumash, mais il se trouve qu'il a écrit sur les parashot qui concernent Yosef, et il développe la notion de ce qu'on appelle le pshat. Il dit que le pshat, c'est une manière de commenter la Torah. Comment est-ce que je caractérise le pshat, d'après Rav Enkin? C'est la notion d'économie, c'est-à-dire je vais apporter le moins d'éléments extérieurs au texte dans mon explication. C'est une économie d'éléments. Mais c'est aussi une autre manière de comprendre la notion d'économie dans le pshat, c'est que si jamais j'amène un élément extérieur, si j'arrive à résoudre un nombre important de problèmes disparates dans le texte, j'aurais fait une économie. Et un exemple qu'il donne, c'est dans les parashot qui concernent Yosef. Il va citer 6 questions qui sont bizarres. Je peux en dire quelques-unes, mais la première, c'est Potiphar, on l'appelle, qui était le Sarat Tabachim, donc le maître des gardes, on dit qu'il était Ishmitzri. On précise qu'il était égyptien. Pourtant, c'était quand même quelqu'un qui était de la haute, qui faisait partie de l'autorité chez les Égyptiens, pourra rappeler qu'il était égyptien. Pharaon donne Osnat à Yosef. Ils ne voulaient même pas manger ensemble. Le texte dit qu'ils avaient le dédain des Juifs, ils ne voulaient pas manger avec eux. Comment est-ce qu'on peut se marier avec eux? Comment est-ce qu'on peut leur donner une femme? Yosef n'est pas reconnu par ses frères. Pourtant, s'il était étranger dans un pays étranger, on aurait dû le reconnaître physiquement. Quand les frères de Yosef arrivent, là on est dans la parashat Vayigash, les frères de Yosef arrivent, Pharaon voit d'un bon œil. Vaïtav bene Pharaon bene Avadav, quand les frères arrivent, pourtant ce sont des étrangers, pourquoi est-ce qu'ils seraient contents? Pharaon leur donne Goshen, qui était la meilleure terre, le texte le dit, parce qu'ils sont bergers. Or, vous savez que le texte précise encore une fois que c'était quelque chose qui était absolument abominable pour eux d'être bergers, qui doit évailler les Mitzrayim. Et enfin, le nouveau roi, qu'on va voir dans le début de Parashat Shemot, le nouveau roi qui arrive et qui ne connaissait pas Yosef, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un nouveau roi ne puisse pas connaître Yosef qui avait donné qui avait sauvé le pays de la famine juste avant. Et Rav Enkin dit, je peux résoudre ces 6 problèmes en apportant un élément. Et il y a une des théories qui existe parmi les historiens ou autres, que les Égyptiens, en fait, qui étaient à l'époque de Yosef, n'étaient pas des Égyptiens pure souche, c'était des envahisseurs, en fait, qui étaient d'origine sémite, les Hyksos. Et si je dis ça, je vais résoudre d'un coup les 6 réponses. Et en fait, on peut les reprendre. En fait, à chaque fois, quand on précise que c'est un Égyptien, ça veut dire que c'est un Égyptien pure souche, et pas quelqu'un des envahisseurs sémites.
Et c'est comme ça qu'il va expliquer ces 6 réponses et il dit, très bien, peut-être que finalement, c'est pas vrai, peut-être que les historiens vont me dire que ce que je dis, c'est faux, mais à la limite, c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est que j'ai réussi à développer un pshat qui tient la route, qui est logique, et qui aussi montre la complexité des choses. Finalement, c'était pas aussi simple qu'on pense, il y avait peut-être différents types d'Égyptiens, et à la limite, si j'ai réussi à faire ça, c'est déjà bien. Et à tout le moins, ça montre à quel point la situation de Yosef et ses frères en Égypte était fragile, et le fait même que Yosef soit monté aussi haut dans la hiérarchie a finalement été l'élément déclenchant de l'esclavage ordonné par le nouveau pharaon. Alors, ça c'était effectivement bon, un point très intéressant, hein, c'est inédit, effectivement, ça nous montre à quel point effectivement le Rabbi Yehuda Henkin avait un esprit, on va dire, tout à fait innovateur hein, dans ce domaine. C'est pas une réflexion tout à fait courante, mais si l'on devait, je ne sais pas si je peux vous demander, vous solliciter par rapport à justement ce débat, puisque ce débat, cette confrontation du début de la paracha entre Yehuda, puisque Yehuda qui sera la Malchoute d'Israël et Yosef qui sera le Mashiach ben Yosef, ce combat de titans entre les deux fils de Yaakov qui est au début de la paracha, c'est le reflet de quoi? C'est le reflet de quel combat aujourd'hui que l'on peut vivre aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Wow. Question difficile. Ouais, c'est une question difficile. Yehuda, et là on va vraiment s'éloigner de Rav Henkin, etc. Mais Yehuda et Yosef sont finalement les héritiers de Rachel et Léa. Ils représentent un peu les deux côtés de la famille qui finalement ne se réconcilieront vraiment jamais, en vérité. Et il y a quelque chose de magnifique dans ce que Yehuda fait dans cette paracha, c'est que il avoue quand même des choses à Yosef, des choses très, très, très dures à dire pour un des enfants de Léa, qui chez Naïm Eldalishti, il parle au nom de Yaakov, il dit ma femme a eu 2 fils, et lui, Yehuda, c'est qui? C'est le fils c'est pas le fils de la femme de Yaakov. Il y a quelque chose de très fort, et c'est pour ça que Yosef finalement craque. Velo Yachol Yosef litapek, Yosef peut plus se retenir, et les Mefarshim disent s'il peut plus retenir, c'est qu'en fait il voulait se retenir. Il était parti pour monter une autre, j'allais dire religion, mais une autre famille, une autre histoire. Répondre à votre question, je ne sais pas répondre. À quoi ça correspond aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est 2 types d'approches de la Torah, 2 types d'approches de Dieu? Je ne sais pas du tout. Non. J'aurais beaucoup de mal à répondre à cette parce question. Que effectivement, parce qu'on parle de Yehuda, de la Malchoute de David, les deux Meshichim, les deux Messies de Yosef et de David, qui peuvent se confronter ou se rencontrer peut-être à la fin des temps. En tout cas, merci beaucoup, Nati Ari, d'avoir été avec nous ce matin pour nous livrer un enseignement de la paracha, sous le prisme du Rav Yehuda Henkin qui nous a quitté cette semaine. Merci de lui avoir rendu hommage. Shabbat Shalom et Tzom Kal.